On est dans le Daf Tet Zayin, Hamoud Bet. AB. Hamoud Aleph. Tout ça. Amen. Je peux plus écouter. On était. Jackie, tu viens dans un sujet un peu car en plein sujet. David, vous êtes venu devant. Le sujet il est un peu moins agréable. On parle de la personne qui a été excommuniée. Les règles. Comment on excommunie une personne? Bon. Alors, on a dit qu'à l'époque, l'excommunion, c'était le plus grand outil à l'époque du Talmud. Pour organiser une vie commune. La pression. Parce que pression sociale, c'était la seule manière des leaders des communautés pour garder l'autorité. Il n'y avait pas de policiers, les goïms en France et les juifs dans le quartier. Ils demandaient l'argent, la dîme, à la fin de l'année, c'est tout. Il fallait que la communauté se dirige. Donc ils avaient la force. Ils avaient la force du kherem. Il y a une clim là-bas. Alors on peut aller éteindre la clim. Ouais, éteindre la clim. On va éteindre la clim. Ouais, ça va. Tu sais, il y a là-bas Mazgan, tu as pu. Ouais. Mazgan. Alors, on avait dans le kherem, on avait dans les haramot, des fois ils faisaient perdre de l'argent à des gens. Des fois, ils pouvaient même les enfermer. Il y avait dans les synagogues, à l'époque, dans les synagogues en Espagne, il y a ce qui s'appelle Cheder Matara. Cheder Matara, c'est la chambre où on enfermait les gens. 2 jours. Pas beaucoup, mais fermés. On appelle ça Matara. Vous les appelez Cheder Mishmara, Cheder Matara. Je parle, je comprends. Une cave dans la synagogue, pas longtemps, mais ils mettaient des jeunes surtout. Punition, 2 jours, 3 jours. Alors, d'où on sait qu'on a le droit, sous quelle autorité un leader de communauté peut se permettre de faire une chose pareille. Il faut quand même qu'on lui donne l'autorisation de faire une chose pareille. Alors, d'où on apprend. Minanan de kaftinan de asrinan de ardinan hardafa. הם למות, הם לשרושים, הם לענש נכסים ולאסורים. Ce passouk qui nous dit ça, c'est le roi qui donne l'autorisation à Néhémie dans le livre de Ezra, il dit Bechol dit lol evi aved datati elach vedatati malka. Le roi il dit à Néhémie, tout celui qui n'accomplira pas les règles religieuses de ton Dieu et les rois du roi, Asperinadine et Lévé Mitrabet Minéhen, tu peux tuer, tu peux lui enlever son argent, tu peux le mettre en prison. Donc, Maïli Charouchi, Amar Adamari, Amar Nechemia Barbaouk, Amar Abchia Barabin, Amar Abi Yehuda. Vous voyez 4 personnes pour expliquer ça. Ardafa, courez derrière. Maï Ardafa, Amar Abi Yehuda Brederav, Shmuel Barshilat Mishpet Derav, Menadim le Alta, Bishonim le Achar Shloshim, ou Mahrimin le Achar Shishim. Nidouille tout de suite. Après, le gars, il n'est pas revenu vers le public, il n'a pas fait ce qu'on souhaiterait qu'il fasse. Après 30 jours, on remet le nidouille, parce que le nidouille, il tient 30 jours. Et après 60, Kherem, c'est plus grave que le nidouille. Le Kherem, personne qui a le droit de parler. Le Kherem, il ne participe pas en minyan. Le nidouille, il rentre en minyan. Ouais. Kherem, il ne rentre pas. Je ne sais pas. Non, le Rama, il dit, le Rama, il dit qu'on ne fait pas de kherem. Pourquoi? Parce que de là-bas, quitter le judaïsme, le chemin est très rapide. C'est très. Il ne dit pas de kherem. Comme ça, il dit le Rama. Pas de kherem. Shulchan Aruch, il est plus, oui. À l'époque, ils avaient fait le kherem sur Venise.
il y avait en 1500, il y a un groupe de juifs espagnols qui prennent un bateau et qui viennent s'installer en Italie. L'Italie à l'époque était composée, le mot Italie, c'est nouveau, le mot Italie. L'Italie comprenait 20 ou 20 régions. La Lombardie, le gouvernement de Venise, Rome, Vatican, plein de régions comme ça en Italie. Chacun était une royauté. La plus forte de l'époque, c'était la royauté de Venise, qui était très puissante. Et eux, ils ont le lion, ils ont la place Saint-Marc. Pour eux, Saint-Marc, c'est leur saint de la ville. J'ai vu, c'est intéressant, le Rida. Il dit qu'une fois dans l'année, le maire de Venise, ou le gouverneur à l'époque de Venise, prenait un bateau, il entourait Venise, après il prenait une bague d'alliance, et j'étais dans l'eau pour dire que Venise, le Dieu, il reste à garder Venise et pas les autres. Il raconte qu'il a vu comment il faisait ça, le tour de Venise. Venise, c'est petit. Ils avaient une influence très puissante. Et ils avaient fait des règles de rigueur très dures contre les Juifs. L'église de Venise a décidé de faire les lois des Espagnols, l'Inquisition contre les Juifs. Quand ils sont rentrés sur le territoire italien de Venise, ils ont dit, comme vous étiez des anciens chrétiens, vous avez été baptisés, des maranes, vous n'avez pas le droit de vous convertir au judaïsme. Et donc, ils les ont condamnés à mort. Ils ont brûlé 35 juifs. Rabbi Yosef Karo qui vient à Tzfat, tellement choqué. Ça dissuade. Et il dit qu'il faut se venger des Italiens. Et il fait un khelem, il fait signer 200 rabbins. Aucun juif n'a pas le droit d'acheter une bouteille qui vient de Venise. Il y avait beaucoup de commerce. Et le premier coup, ça a fait baisser parce que les juifs étaient des intermédiaires. Donc, ils sont partis chercher dans les villes à côté. Ils sont devenus malins. Ils ont dit aux juifs, venez avec nous. Le volume est descendu pendant 4 ans. Après, il y a eu des juifs. Les Vénésiens sont venus leur proposer plus. Donc, ils sont repartis. Et là, Rabbi Yosef Karo, il a mis le kherem sur eux. Mais ça n'a pas été. C'est difficile de sanctionner un pays. Regardez aujourd'hui comment c'est compliqué. Ça veut dire que l'histoire, elle se. Aujourd'hui, on fait un peu le pétrole russe. Alors, il a voulu mettre un kherem, et c'est ce qu'il faisait normalement. Il faisait des choses comme ça pour la politique. Mais il fallait les punir. Alors, ils avaient des outils comme ça, sauf que un outil qui est censé être un outil d'une communauté, c'est difficile quand il devient du géopolitique. Déjà, c'est très compliqué. Par rapport à la politique, il leur manquait le sens politique de comprendre que ça n'allait pas tenir. Mais bon, aussi combien d'années ça doit tenir? Est-ce qu'il doit avoir aujourd'hui une stratégie de ne pas acheter un produit allemand? Je ne sais pas. Question. Il y a des gens. La grand-mère de ma femme, jamais. Il y a des gens qui refusent. 70 ans, d'accord, mais Même pas. un jour, un de ses enfants, il est venu avec une voiture, une Mercedes. Elle n'est pas rentrée. Elle ne dira pas. Je ne m'assois pas dans un truc allemand. Elle a parents, la Shoah, mon père, il est parti. C'est ça. Ma femme qui est la petite fille, elle me dit, tu m'achètes un Bosch. Tu vois. Ah, tu comprends l'état d'esprit, c'est pas évident. C'est pas évident de faire. Il faut savoir, même dans un kherem. Ça, c'est pas transmis. Là. Dans un kherem, tu sais, Ouais, les Américains, ils ont dit une très belle phrase chez les cowboys. Ils disent, ne menace pas quelqu'un avec le pistolet qui n'est pas capable de tirer. Ta menace, elle ne vaut rien. Pas capable de lui tirer dessus.
Ne menace pas. Parler des Européens pour la Russie. Ne menace pas. Si tu n'es pas capable de le faire, la Russie. et un kherem, il doit être un vrai kherem. Ça veut dire l'idée, c'est des fois que quelqu'un y paiera attention. Mais les autres apprendront. Le kherem, c'est même pas pour punir, c'est pour avertir. Il y a beaucoup de punitions dans la Torah. Dans la Torah, il y a pratiquement, quand vous regardez, il n'y a pas de punition dans la Torah. Hachem, il ne punit pas l'homme ici. Donc, il a des comptes à rendre. Tu as atteint ton but, tu as pas. L'idée de la Torah, c'est un avertissement local. C'est pour ça que même dans la Avera, la pire de la Torah, celle de Irani Dachat. Tu fais une Irani Dachat, mais pas deux. Ça veut dire du moment où. Ça veut dire quoi? On n'est pas là pour tuer maintenant la ville. On est là pour avertir de quelque chose. Et c'est pour ça que toutes les peines de mort mentionnées dans la Torah, ils ne peuvent jamais être, même si dans le gouvernement, il y a des Hacharim qui montent au pouvoir, ça ne peut pas avoir lieu. Tu ne peux pas avoir lieu dans une société où que la majorité de la société, elle est dans la faute. Tu vois? Tu vas faire quoi? Tu vas prendre un Mechalel Shabbat, tu vas le lapider au centre-ville? Il y a comme lui 5 millions. La réalité des choses. Alors, un Mechalel Shabbat, quand toute l'intégralité du Ham Israël est Shomer Shabbat, et il y a quelqu'un qui vient casser le Shabbat, je peux comprendre. Tu veux garder l'image, tu condamnes. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu à tout ça. Alors justement, on parle de. Non, ils essayent de faire tout ça justement dans des communautés. C'est pour ça que tout ça, il faut regarder tout ça avec le regard de l'histoire en arrière pour comprendre. Pas regarder avec nos lunettes à nous. Avec nos lunettes à nous, ça nous paraît un rabbin stupide, idiot, méchant. Qu'est-ce que tu excommunies quelqu'un? Parce que tu vois, non. C'était leur seul outil à l'époque. Ils se dirigent, ils sont à Djerba, ils sont à Tunis, ils sont au Maroc, ils sont dans un Mela. Le Mela, c'est une ville de Juifs qui est 500 mètres sur 500 mètres. Il faut appliquer une loi. Comment tu l'appliques? C'est là. Quand on met en prison aujourd'hui quelqu'un qui ne veut pas donner un guet, c'est aussi pareil, c'est aussi une sorte de khayr. Oui, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ne veulent pas donner un guet. On le sanctionne parce que d'après la loi, dans un pays démocratique, tu peux pas. C'est qu'en Israël, d'ailleurs, c'est une chose que l'Union européenne, elle a condamné Israël là-dessus. Parce qu'elle dit, si vous décidez que vous êtes un pays laïque, il y a un affrontement. Et c'est ce que j'explique toujours. Quand les gens ils me disent, on est dans un pays laïque. Alors, c'est vrai, eux, ils disent au rabbinat, pourquoi ils reprochent? Comment vous pouvez sanctionner? L'État dit, c'est pour ça que c'est le paradis pour les gens qui ne veulent pas donner de diète. C'est pas de problème. Viens, on va aller. Moi, je ne reconnais pas dans le rabbinat. Moi, je viens de la municipalité si tu veux casser quelque chose. C'est un problème. Aujourd'hui, les gens sont devenus moins religieux. En France, il faut savoir que 1 sur 4 qui fait la demande de guet menace de ne pas donner de guet. Religieux. Si la femme ne va pas lui céder. S'il vient en Israël, il arrive. Ah, Mais s'il vient en Israël, en Israël, non. Si lui ou elle sont israéliens, un des conjoints. Si un des conjoints, il faut qu'elle fasse la aliyah. Il faut qu'elle fasse la aliyah. Moi, je connais quelqu'un. Non, mais elle doit être israélienne. Il est français. Et elle a dû faire sa aliyah. Non, mais elle a dû faire sa aliyah. Je sais pas. Si. C'est ce qu'on dit toujours. Nous, on a un cas, ni elle, ni. C'est un vrai problème parce que normalement, s'il arrête, d'après la loi du monde, il peut sortir. On a eu une chose pareille avec un Marocain, qui aussi on a essayé de lui faire. Il a amené les vrais canons et il s'était obligé de ne pas faire. Ouais, je crois pas que c'est domicile associé. Non. Elle a dû. Non, peut-être qu'elle est israélienne. Elle a dû venir sur le. Claude. Peut-être qu'elle a pris la nationalité israélienne. Elle a peut-être pris la nationalité israélienne. Elle a déposé des plateformes d'Israël, ils l'ont pas laissé sortir. Non, mais elle a fait sa aliyah. Elle a dû prendre la nationalité israélienne. Non, elle n'a pas fait l'aliyah, mais elle a pris la nationalité israélienne. Elle a dû faire Toshav Keva. Elle a dû faire Toshav Keva. On ne peut pas, d'après la loi israélienne, un homme que ni lui ni elle sont israéliens, l'État d'Israël n'a pas le droit de se mener.
aussi. L'ambassade de France se serait mêlée et tout. Non, il ne se mêle pas. Le gars, il se serait pas laissé. Il y a un arrangement silencieux, il y a un arrangement sous la table entre l'État d'Israël et la France. D'ailleurs, il faut savoir qu'en France, quand vous amenez la Théodat Nisouin du rabbinat, vous la validez au consulat, c'est équivalent à un mariage à la mairie en France. Et ça rentre dans le régime patrimonial comme en Israël. Pas de biens séparés, rien du tout. Parce qu'en Israël, il n'y a pas de faire un contrat spécial, etc. C'est comme ça, ça rentre. Même un divorce rabbinique israélien au tribunal, il compte comme un divorce civil en France. On va avec la Théodat Girushin à l'ambassade, on valide. Il y a lieu à tout le partage. Il y a des gens qui viennent en Israël pour divorcer, pour ne pas attendre et pour ne pas faire tout ça. Parce qu'en France, ça prend beaucoup de Même temps. pour un Français? Même pour un Français. Il y a eu beaucoup de fois des arguments. Il y a eu beaucoup de fois il y a des gens qui se sentent plaints. Ça, c'est étonnant. Il y a des gens français, moi je sais, j'étais avec le Rav au bureau. Il y avait beaucoup de fois des gens, que quand on les arrêtait en Israël, des gens qui refusaient de donner le guet, ils ont dit on refuse de reconnaître le divorce ici parce que la femme, elle va prendre le guet, elle va aller le valider. Et du moment où il y a un guet, tous les biens se séparent. Alors, ils essayent de lui dire tu vas écrire que tous les sujets vont se fixer sur le tribunal, etc. Il y a dans ça aussi. Alors il dit Mahrimin Achash, Amar le Rabouna Bachine Matrin Beshini Vechamishi Veshini, 3 fois, lundi, jeudi, lundi. Anémile les mamona, quand il doit de l'argent. Aval et Afkiruta, les altar, quand quelqu'un il a manqué de respect au cadre communautaire. Aou Tabaha, dit Pakar de Rav Touvi Barmatna. Il y avait un boucher, il faisait du mal à Rav Touvi. Tel Tami Chacham de la ville. Ils nous allaient à Abaye et Rava, Meshamtoura, Abaye et Rava, les opposants, ils se sont mis ensemble et ils ont excommunié le boucher, la sauf. Azal Païsé, les Baal Dîner. En fait, il est parti en Din Torah devant Rav Hanina Bar Toubi. Et lui, il a essayé de faire un arrangement. Il n'a pas honoré l'arrangement. Il a dit au Rav, j'en ai rien à cirer de ce que tu dis. Et donc, ils l'ont mis en idouille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il s'est arrangé avec l'autre à qui il devait de l'argent. Il a laissé le Rav de côté. Et il dit, oh, ok, je me suis arrangé avec lui, on est arrivé à un arrangement. Qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire, il y a un homme, regarde. Il y a un homme, il est. L'essentiel, c'est que. Il y a un homme, c'est très intéressant comme question. Il y a Réhouven avec Shimon. Réhouven a convoqué Shimon au tribunal. Shimon a dit, je refuse d'aller au tribunal. Il y a un litige d'argent entre eux. Le tribunal, il essaie de sanctionner Shimon parce qu'il ne veut pas venir au tribunal. Qu'est-ce qu'il fait Shimon? Il va chez Réhouven, il s'arrange avec lui, il arrange le litige qui sont entre eux. Est-ce que maintenant le tribunal, ça a lieu? Ouais, est-ce qu'il doit mettre en application? Parce qu'il y a eu un bisouille. Mais de notre côté, tu dis que le marché de maman. Non, mais le Bédin, ce qu'il voulait, c'est que ça s'arrange. Alors maintenant, comme c'est à chaque fois, ça va s'arranger. Alors, je vous ai Nigmar. Alors, ce qu'il a fait au Bédin, c'est. Oui, mais c'est attendu, donc c'est bien. Oui, mais l'essentiel, c'est un que. bisouille. Le Bédin l'a convoqué, il ne voulait pas venir. Ouais. Mais le deuxième, c'est pas. Tu refuses d'aller. Non, tu ne reconnais pas l'autorité du tribunal. Tu ne payes pas ta dette, ça c'est un. Et deux, tu ne reconnais pas. Alors ils ont dit, Amarabaye, Echile, qu'est-ce qu'on fait? Lishrele, Lohal Shamtaale, Tlatinium. Rien que ça. Il dit, allez, nous on a fait le nidouille qui mettait, c'était 30 jours. Il dit, Lohal Shamtaale, Tlatinium, Lo Lishrele, Kabao Rabanan Lemeal. Et les Chachamim, ils veulent rentrer chez lui à la boucherie.
il y avait encore quelque chose là-bas. Je sais pas compris. C'était un boucher. Ouais. Dans les deux sens du terme. Mais ils avaient besoin quand même. C'est le boucher de la ville. Ils l'ont mis en nid douille. C'est un conflit d'intérêt. Justement, qu'est-ce que tu fais dans des cas comme ça? Dans des cas comme ça, c'était une raison pour les concurrents de s'enrichir. Toujours. Oui, mais Si c'est le seul boucher de la Si ville, c'était le seul boucher, c'est c'est problématique. problématique pour toute la ville. Apparemment, c'était le seul. Alors, il ne savait pas quoi faire. En plus, il s'est arrangé. Kaba Rabbanan le Me'al. Amar le Ravi dit le Rabba bin Midé Shami al Arbea. Est-ce que tu as entendu quelque chose à ce sujet? Amar le Achi Amar Rav Tarkifa. Baravimi Amar Shmuel. Tout Assar, Vetout Chari. Le chauffard qui a interdit, il peut autoriser. Oui, tu peux lui enlever. Amar le Anemini les Mamona, c'est Mamona. Mais la Afkirou Tara de Haïl Shamta Ale. Comme il a fait un Efker au Bedin, il a fait du mal au Bedin, il a cassé l'autorité du Bedin, il faut lui donner un nidou, il dure 30 jours. 30 jours maintenant, on va laisser les gens de la ville sans viande. Alma Kasavara, Baye, Ane Betlata de Shmitu, Loa Tutlata, Achine Vesharoule. Ibaya Leou Ane Betlata de Shmitu. Il a dit, on voit que Abaye lui-même, il n'est pas parti lui enlever le nidou. Abaye, il est parti demander aux gens, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? C'est un cas compliqué, très. Il y a eu FTR Bedin, bon, il s'est arrangé, il a enlevé la dette. Il y a un bisou Bedin. On a vu que quoi? Que Abaye, il est parti chercher d'autres qui autorisent le kherem. En vrai de là, quoi. C'est quoi qui autorise? Savoir qu'est-ce qu'il allait faire. Ah oui, d'accord, qui annule. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a un Bedin qui met en kherem quelqu'un? Est-ce qu'il peut aller devant un autre Bedin pour défaire le kherem? Là, il a demandé la lui, Accusé. Non, Abaye. Non, c'est Abaye qui a voulu. C'est le C'est Abaye qui a Bedin. voulu. Non, Abaye, il a voulu réparer. C'est le Bedin qui a voulu annuler le frère. Et pourquoi il ne l'a pas fait lui-même? Oui, il fait pas Il ne lui-même. voulait pas. Non, lui, il a mis en nidouille. Maintenant, il a voulu enlever le nidouille, Abaye. Mais il ne savait pas quoi faire. Alors, on a dit, c'est intéressant, qu'Abaye, déjà, un Dayan, un Bedin qui met un kherem, dans une ville où il y a 2 batédines, 3 batédines. Quelqu'un qui a été excommunié d'une communauté, il va chez le rabbin de la communauté, puis il enlève le nidouille. Il y a un bon buste, bien. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. A priori pas. Attendez. Hein? Qui décide le nidouille? Le nidouille, c'est le chacham. Un Bedin ou le Rav? Il y a 3 batédines communautaires. Et donc, il y en a 3, ils vont dire non. Ils vont dire celui-là, il est lourd, c'est un bon client, on va le ramener chez nous. Il faut consentement du premier, sinon ça va être la guerre. C'est la guerre. Ah oui, C'est lui qui l'a mis. C'est exactement comme la halakha. Comme on produit Yom Que Tov chez nous. quelqu'un qui est parti poser la question à C'est un Bedin Gadol. c'est un Rav, il a dit taref sur un animal. Un autre, il n'a pas le droit de dire. Il peut dire, va montrer au Rav ce point qu'il n'a pas vu. Et si le Rav il revient sur sa position, c'est quelque chose d'autre. Faut-il encore que le deuxième il sache que l'autre il a interdit? Oui. Je peux aller aussi comme moi, ça. Moi, je ne l'autorise pas. Mais il faut que le Rav qui te l'a interdit, tu vas lui montrer, tu vas lui dire voilà, comment tu m'as interdit? Puisqu'il y a cet argument dans la halakha et ça et ça et ça. Et comme il a fait le Gaon de Vilna avec la fille que je vous ai racontée. Ouais. Il y a 3 années, puis pas de ce qui est intéressant. Hein? Qui prennent 2-3 années, après ils font celui qui est intéressant. Alors il dit, alors on voit qu'il a envoyé. Alors on ne peut pas, c'est que eux qui ont le droit d'enlever. Il va aller loin des Betlata des Shemitouma, où les mettez. Klata Achina Vesharoulé. La Gemara pose une question, peut-être c'est intéressant. Des fois aussi, il y a un monsieur qui a fait un nidou. Avec des rabbinim, ils l'ont mis en nidou, il faisait des choses mauvaises. Il arrête. Le gars, il est resté dans son nidouille des années. Entre-temps, les derniers, ils sont morts, ils ne sont plus là. Il est resté 30 ans. Il décide de faire tchouva. Il veut rentrer à la synagogue. Est-ce qu'un Bedin, il peut lui autoriser?
S'ils sont plus là, ouais. Oui, normalement. Hein? Normalement, oui. Le nouveau Bedin. Mais l'affaire, elle est Le nouveau Bedin avec les gens. Ah ouais, mais c'est personnel, c'est une personne. Le problème, c'est que Ah non, c'est le Bedin. Déjà, hein, C'est le Bedin en tant que lui-même, c'est pas le Bedin en tant que des gens. s'il n'y a plus de la ville, elle est. Tu sais, les gens, ils sont partis, ils sont revenus. On ne fixe pas pour une durée. Hein? On ne fixe pas pour une durée. Non, tant qu'il est là-dedans. Ah, Kherem. les deux, oui. L'idouille, oui. 30 jours. L'idouille, c'est 30 jours. Et après, une reprise, mais Kherem, Le c'est. problème, c'est Tant qu'ils ne lui ont pas enlevé, ils ne lui ont pas enlevé. que nous verrons. Tachez-moi, regardez. Menoudé la Rav, Menoudé la Talmid. Un Rav qui a mis quelqu'un en idouille, son élève, il n'a pas le droit de s'approcher de lui. Menoudé la Talmid et non Menoudé la Rav. Tandis que quand le Talmid, il a mis quelqu'un en idouille, son Rav, il peut parler avec cette personne qui a. Tu ne peux pas me l'interdire. Le Rav dit à son élève. Menoudé la Hiro, Menoudé la Hirachet. Menoudé la Hirachet et non Menoudé la Hiro. Un homme, il est parti faire du commerce. Très intéressant. La route de Nidou, il y a quelqu'un qui quelqu'un, il habite ici, à Radana. Il va faire des affaires à Paris. Il va faire des affaires à Paris. Il a là-bas un litige. Il a refusé d'aller au Bédine, il s'est moqué d'eux. Ils l'ont mis en Nidouille. Alors lui, il rentre à Radana. Est-ce que les gens de Radana, ils lui disent, on ne s'approche pas de toi parce que tu es en Nidouille? Non. À Paris, il est en Nidouille, pas ici. Mais si dans sa ville principale, il est en nidouille, quand il ira à Paris, personne qui a le droit d'aller. Ah ouais? Qu'est-ce que ça dit, Jacob? Dans le Haka Israël, à l'achat du jour, c'est un peu de part des Non? Si c'est le contraire, il habite Paris. S'il habite Paris, parce que c'est Israël. oui, non, toujours. Non, La ville non. principale où il réside, la ville principale où il réside, elle compte pour tout le monde. Mais quand il n'est pas dans la ville principale, ça ne peut pas lui interdire sa ville natale, sa ville où il vit. Maintenant, Menoudé les Nassi, Menoudé l'école Israël. Quand le Nassi du Dor, le chef de la génération de Torah, le Moshe Rabbeinu de la génération, aujourd'hui on n'en avons pas. D'accord? Il n'y a pas un Nassi. Chacun aujourd'hui il se prend pour Nassi. Oui. Alors, le Nassi du Dor, quand il y avait une personne comme Moshe Rabbeinu, il mettait quelqu'un en idouille, personne qui a le droit de parler. Tu dis aujourd'hui, il y a plus de Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, il y en a eu. Yoshua Benoun, il est Zaken, tous ceux mentionnés dans Pirkei Avot. Moshe Kiblou même, c'était le chef du Sanhedrin. Disons qu'il y a une autorité rabbinique incontestable dans la génération. Il y avait une histoire dure. Quand le Rav Ovadia Yosef avait signé à l'époque avec Rabin. Non, avec Rabin, Yitzhak Rabin. Il a autorisé au parti chasse de rentrer au gouvernement. Alors, ils ont fait le contrat de Oslo. Ils ont signé sur les contrats de Oslo. Il y avait le public d'Atil Oubi, venait manifester devant la maison de Moïse. On renversait la maison. Il y a eu un gars qui s'est introduit dans la maison et qui a aidé le roi, qui était un des gens qui poussait Ari Deri très fort. Et il a eu une vraie force là-bas dans la maison. Après, quand Ari Deri est rentré en prison, il y a eu le jeune fils du roi Yosef qui soutenait Eli Ishaï. Et le gars qui avait déjà de l'expérience, qui était bien, il essayait de casser le Ishaï pour qu'il ne prenne pas la place de Deri quand il. Et le roi Yosef, évidemment, et il faisait des. Alors, comme la belle fille du roi Yosef, elle soutenait Eli Ishaï à fond, le roi Yosef, il mangeait, il dormait chez son fils. Plutôt son fils mangeait et dormait chez lui. Ils essayaient de le mener dans les décisions où ils voulaient eux. Et le gars, il faisait des. Ouais, ils ont mobilisé le Rav qui est vieux. Et, tu vois, il leur faisait tous les coups possibles. Et le Rav, on va dire, Yosef, Motsei Shabbat, il a dit voilà, écoutez, il y a un monsieur qui fait beaucoup du mal à
je le mets en nidouille, personne qui a le droit de parler avec lui. Comme il a dit dans un chiot, moi, c'est Shabbat. Et le. Est-ce qu'il peut décider seul? Il faut que ce soit devant un Il a dit, moi, il me fait du mal, il me fait du mal, il me court derrière. Chaque endroit où je vais, il y a des gens qui courent derrière moi. Je vais donner un chiot. Il y a des gens qui viennent crier derrière moi, arrêtez. Ça a beaucoup énervé. Il était très contrarié de ça. Ce monsieur est en nidouille, je vous interdis de parler avec lui. Le gars, qui était genre du Rav il va chez un Kanievski. Il lui dit, il ne peut pas te faire. Et il publie que Rav Kanievski l'a dit. C'est-à-dire celui qui est rentré. Ils ont dit, comment tu peux. Regardez clans. Comment tu peux faire. Tu vois, mais vous comprenez que c'est pour ça que je vous dis, je ne vous ai pas raconté cette histoire. Mais parce que c'est un exemple. Pourquoi il n'y a pas aujourd'hui, vous allez me dire, deux géants, Rav Kanievski et Rav Ovadia Yosef, et il y a un qui dit, non, son harem, il ne peut pas tenir, il ne peut pas interdire aux gens de parler avec toi. Je vous dis ce qui s'est passé. Ouais, il a argumenté pourquoi. Ça discrédite terriblement le TSS. Non, mais. Surtout que c'est le grand. Mais je vous explique pourquoi. Il n'y a pas aujourd'hui de Nassi. C'est la plus belle exemple. Pourquoi il n'y a pas de Nassi? Le Nassi n'était jamais remis en question. Le Nassi faudrait qu'il soit reconnu par tout le monde. C'est pour ça que je vous dis. Il n'y a pas de Nassi. Il n'y a pas. À l'époque du Sanhedrin, le Nassi n'était jamais remis en question. Si, parfois, oui. Il était remis en question, mais il avait sa place. Entre. C'est l'enchaîné. Vous pouvez avoir. C'est comme si tu me dis un avec premier ministre. L'histoire de Rabbi Yoshua Premier ministre, et tant Rabbi... qu'il est là, il n'est pas. Ben justement, il a excommunié parce qu'il était tellement fort, Rabbi Eliezer Agadol, tellement puissant, qu'il avait très peur de lui. Et justement, il ne voulait pas que ça commence la 6e année. On dit, demain, il enlève toute l'autorité du Nassi. Et c'est ça ce c'est le chaos. Qui aurait tout cassé, qui aurait mis tout dans le chaos total. Donc, ils étaient obligés de l'excommunier. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, elle l'a non Nassi. L'exemple, c'est le plus simple. Il faut savoir que dans certains milieux, chez les chassidim, il suffit que le rabbi tourne sa tête devant un chassid, c'est fabuleux. Mais ils sortent, ils vont ailleurs. Bon, c'est ça il faut savoir que les gens, ils ne cherchent pas aujourd'hui le rêve parce que c'est un grand sadique. Parce qu'ils ont besoin du shtetl. Les gens ils ne se voient pas dans une autre vie sauf dans la vie du shtetl. Ils ont communauté. Oui. Non, c'est plus que ça, c'est un club. Ça ne vient pas forcément. Chez les Satmar, par exemple, aux États-Unis, ils ont des gens qui font des minagim ashkenaz, pas sfarad. L'idée du rabbi de Satmar, c'était la communauté. Pas forcément des gens qui vont d'après le Shouran du Baal Shem Tov. Aujourd'hui, ils sont devenus chassidiques. Mais le Baal Shem Tov, à la base, dans son Kaal, le rabbi Yoel de Satmar, c'était l'orgue, il a appelé ça Igoud HaKehilot. Et c'était d'avoir une autorité, c'était pour permettre aux Juifs qui vivaient en Hongrie dans des vrais ghettos, vrais shtetl, ils avaient peur de s'ouvrir à la vie moderne, à ne pas rendre des comptes devant personne, à ne pas avoir un guide spirituel, à ne pas. Bon, c'est une vie. Aujourd'hui, c'est autrement. C'est autrement. Il y a eu des histoires terribles. Le Khatam Sofer, il était rabbin à Budapest. Et il avait interdit à l'époque la perruque. Il a interdit totalement. Pour eux, c'était de ressembler au goy. Il y a 200 ans. La femme du président de la communauté, elle s'achète une belle perruque. Et elle sort dans la rue avec la perruque. Et le Rav, il dit à son mari, tu vois, tu lui enlèves le perruque. C'est quoi ça? Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas contrer. Tu ne peux pas contrer, tu démissionnes tout de suite. Tu
ne peux pas représenter la communauté. Le gars, ça fait une histoire, une polémique pas possible. Et il y a un groupe qui se met contre le Khatam Sofer. C'est des histoires communautaires. Imaginez-vous un peu. Et le Khatam Sofer, il dit, puisque personne, j'ai pas de soutien de la communauté, je vais demander le soutien à Hachem. Et la femme, elle meurt après 3 jours. Non. Catastrophe dans la communauté, jeune femme. Ils viennent dire au Khatam Sofer, elle est morte. Ils viennent lui annuler le khatam que tu as fait. Il dit, ok, je viens. Tout le monde est là-bas. Et il vient à côté du cercueil. Tu sais pourquoi tu as été puni? Il dit comme ça et il dit, ok, je t'enlève. Ouais, vous pouvez vous imaginer un peu. Non, maintenant ça vous choque, tout ce que vous voulez. On ne peut pas, vous savez, pour juger une histoire, il faut comprendre exactement les tensions, les forces. Mais je vous explique à quel point les rabbins et l'autorité rabbinique, et c'est pour ça il faut comprendre pourquoi il y a en Israël le débat si fort entre les religieux et les non-religieux. Les religieux, ils viennent avec l'idée de 2000 ans, la structure juive dans les communautés, elle était dans les mains du rabbin. 2000 ans, c'est le Rav. Vous savez, imaginez-vous un gouvernement, le gouvernement français ne prend pas des taxes comme ça aux Juifs, il n'y a pas d'impôts comme ça. Il y a à l'époque jusqu'à Napoléon, même après un peu après Napoléon, Louis XIV, il vient, il dit, je construis le château de Versailles, il amène les dirigeants de la communauté juive, il dit, j'ai décidé que la communauté juive va participer pour construire le palais, le château, il me faut 2 millions de louis d'or, vous allez donner. Comment tu ramasses maintenant 2 millions? Comment tu ramasses? Je fais une collecte à la synagogue. Et le Rav, il dit, vous êtes tous obligés, d'après là, il prend un Sefer Torah, ils amènent les gens un par un, fait une déclaration d'honneur, combien d'argent tu as? Mets ta main sur le Sefer Torah et dis, c'est vrai. Je possède 3 immeubles, je possède 2 affaires, je possède en pièces d'or 50 kilos. Et après, ils font le compte et ils partagent selon les capacités. Mais ça passait par le rabbin. Il y a le shofar, le Sefer Torah, vous comprenez? Et c'était comme ça que ça se dirigeait. 2000 ans. Tout d'un coup, il y a parmi ça beaucoup de rescapés de Shoah qui sont montés en Israël du ghetto. Des Juifs qui habitaient dans les bleds au Maroc. Mais au Maroc, bon, le Maroc a reçu son indépendance. Ça veut dire qu'il y a eu les Français qui sont venus en 1913. Mais dans les endroits éloignés, et dans des endroits, la communauté juive gérait tout. Tout d'un coup, ces rabbins, ces leaders de communauté, ils viennent en Israël, pays libre, démocrate, il a payé ses impôts. Le gars, il veut être enterré, il ne va pas ici, il va à la moelle ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a. Et là, il y a eu le grand débat. Et c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors maintenant, le non-religieux, il voit dans le rabbin la menace. Même le rabbin, il voit la menace dans la loi, ça veut dire, vous ne le laissez pas pratiquer. Et il faut comprendre que maintenant, Israël a un pays. Il faut comprendre quelles sont les lois qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire. Et c'est Ben Gurion, il a dit, moi, je ne vais pas donner au rabbin le pouvoir d'en juger des litiges, mais par contre, je veux leur laisser les divorces et les mariages, parce que si je laisse ça dans les mains des rabbins, il ne va plus rester une nation juive en Israël. Ça, il a compris. Et il a laissé dans les mains du rabbinat le mariage et le divorce. Ils disent qu'il a laissé ça pour les faire détester en public. C'est un homme. Quand tu lui dis tu ne peux pas te marier, tu sais que ça veut dire. Mais à l'époque, il y avait tellement de choses qui passaient au Maroc. On ne s'imagine pas, c'est quoi le Rav? Au Maroc, le roi, jusqu'en 1970, le rabbin de la communauté, c'est lui qui donnait l'ordre pour mettre les gens en prison.
Ça veut dire, même dans la loi, il y a un juif, il est sorti à Casablanca. Il a tapé un goy. Et ils sont tapés, ils sont arrivés à l'hôpital. La police n'a pas le droit au Maroc, n'avait pas le droit de le prendre, la personne, de le mettre en prison. Il fallait venir chez le rabbin recevoir l'accord du rabbin. Si le rabbin dit c'est moi qui vais le juger, ok, juge-le toi. Le rabbin avait plus d'autorité que le président de communauté. Au Maroc, Voilà, au ça se Maroc, faisait ensemble. au Maroc, Rabbi Shalom il me l'a raconté. Il m'a dit, je marchais, il m'a dit, j'avais à mon service 6 policiers. 6 policiers. Il y avait quelqu'un qui venait et disait, Rav, il y a une mauvaise adresse dans le Mela. Il dit, ah ouais, allez, s'occuper, casser. On lui disait, ils sont en train de jouer aux cartes et de vider. Ah ouais, allez, prenez tout l'argent qu'il y a là-bas, amenez-moi ici au pays. Comme ça. Je ne parle pas il y a en année 1600, en 1700. Je parle en 1970. C'est pas laïque. Donc, du coup, chacun est. Chaque minorité, là, ça. Et le pouvoir, il donne ça absolument. Au Maroc, un procès d'héritage, si c'est écrit d'après la loi mosaïque, il ne peut pas être jugé au tribunal. Impossible. C'est comme ça. Le rab au Maroc, c'est un roi. C'est un roi. Il est venu ici, je me rappelle. Il m'a dit, moi ici, il était dégoûté de son poste. Il m'a dit, il me reste très dur. Il m'a dit, je suis assis au Bedin. Il m'a dit un jeu de mots, il a dit, aux zonotes, aux mésonotes. C'est-à-dire, ou des femmes qui trempent leur mari, ou à payer des mésonotes pour les enfants. Il dit, c'est ce que je signe. Au Maroc, j'étais un roi. J'étais roi, il m'a dit, au Maroc, j'étais roi. Ah, j'ai dit, ah, l'histoire, c'est. On tourne la page. Pas pour celui qui le vit. Non, mais c'est une diaspora qui s'est terminée. Mais au Maroc, ça existait. Au Yémen, les Juifs du Yémen. Jusqu'en 1948, quand ils viennent en Israël, le plein pouvoir, il est dans les mains de la communauté. Tout d'un coup, tu viens dans un pays où un père, il donne un coup à sa fille parce qu'elle est rentrée à minuit à la maison, elle va à la police. Elle va à la police. Vous comprenez comment ça s'est. Qu'est-ce qui a tourné chez les gens? Maintenant, vous comprenez avec ça. Il y a une perte d'autorité. Là, on parlait de Bedin, de donner une autorité rabbinique comme absolue, comme ça. Ça fait des dérives. On voit bien. Aujourd'hui, il y a des rabbins qui sont passés à droite à gauche et qui utilisent. Parce qu'ils n'avaient pas. Mais quand il y avait les grosses communautés avec la force, le rabbin, c'était comme un premier ministre. Pour personne qui confiait son sort, pas dans une personne qui est blanc, propre à 200%. Tu comprends? Aujourd'hui, ça n'engage en rien. Alors, n'importe qui peut devenir rabbin. Le président de la France, il ne peut pas rien décider tout seul. Pourtant, c'est non, mais le président. Mais le rabbin, il avait son bedin, il avait son comité. Regarde, Djerba. C'est un peu, tu vois, ça reste encore. Djerba, c'est le rabbin qui sonne, il ferme le marché. Et demain, il dit un mot, la personne ne peut plus rentrer. C'est fini. C'est pas pareil, la synagogue. Non, mais c'est pareil. Non. Le gars, il habite dans la Hara, il habite dans le quartier juif. Il ne peut plus. C'était un gouvernement, un royaume dans un autre royaume. C'était comme ça. Mais chaque communauté, une communauté de 50 juifs, elle se faisait diriger par un comité. Et c'est pour ça qu'ils avaient besoin de ces outils. C'était ça leur outil. Ben justement. C'est pour ça que vous voyez ça. Menou des Hiro, Menou des Iracheret, Menou de la Nassi, Menou de l'école Israël, Menou des Lezé, Menou des Lezé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Regardez ça. Echad min ha-talmidim shenida vamet, chelko eno mufar. Il dit un Talmid Chacham qui a fait un nidouille et il est mort, on ne peut pas enlever le nidouille. C'est fini. Non. Toute la vie, le gars, il sera. Je dois voir. Jusqu'à sa mort, il sera nidouille. Ah, mais il a dit, parce qu'il Il est mort n'est pendant pas le- là. Il est mort pendant le moment du nidouille. Non. Catastrophe. Shma Amina, Klat Shma Amina. On apprend 3 à la fin de ça. Je te dis. Et c'est la halakha. C'est la halakha. Qu'est-ce qu'on a? T'as vu, Chenida Lichbodo, Nidouille, Nidouille.
Un Talmid Chacham est quelqu'un qui vient, qui lui a manqué de respect devant tout le monde. Et pour que la Torah se fasse honorer, il a mis en idou. Son idou est un idou. Oui. Que chacun, ils étaient 3 Dayanim pour faire un nidouille, il y a 2 qui ont enlevé. Et ben dans leur communauté à eux, il n'y a pas de nidouille, mais dans la communauté du 3e, il y a un nidouille. Parce que le Rav ne lui a pas enlevé encore. Et s'ils sont dans la même communauté? Et là, on apprend que quoi? Qu'un Bédin ne peut pas défaire un nidouille d'un autre. Quand il y avait le débat de la grande marloquette entre Rabbi Yonatan Epshitz et Rabbi Yaakov Emden, Rabbi Yonatan Epshitz était soupçonné de sabétaïsme. Et il était rave. Il était rabbin en France, à Metz, d'abord. Quand il est arrivé en Allemagne, il a été nommé rabbin de 3 communautés AO. Les communautés de AO, c'est quoi AO? Altona, Hambourg, Weinsbeck. 3 communautés. Et il a eu un très grand opposant, le fils du Chacham, il s'appelait Rabbi Yaakov Emden, qui habitait à Altona, qui était présent à Marseille. Rabbi Yonatan Epshitz écrivait des amulettes aux gens. Des amulettes d'après la Kabbalah, très grand Mekouban. Mais il n'a pas écrit dans ses livres, il n'a pas écrit beaucoup de Kabbalah, il a écrit caché. Et Rabbi Yaakov Emden, qui était un opposant dans la il a demandé quelquefois de voir, il a ouvert les amulettes, et pour lui, il a trouvé des significations, et ça bétaïte. Il a dit à Rabbi Yonatan Epshitz, commente les amulettes que tu as écrites. Il a commenté, lui, il n'était pas. Il a dit tu caches. Et il a déclaré sur lui qu'il était sabétaïte. Et ça a commencé le feu dans la communauté. La communauté de Altona, Hambourg, Wolfsburg se partagent en deux. Les opposants et les militants. Il faut comprendre que cette histoire, c'est l'histoire qui a amené le mouvement de la réforme dans la communauté juive en Allemagne. Ça s'est propagé en France. Hambourg. Et c'est de là-bas que ça a commencé. Les gens, les jeunes, ils ont dit on croit à vous deux. Chacun il s'allie sur l'autre, on croit à vous deux. Vous avez compris, ils ont dit dans tout l'esprit. Le fils de Rabbi Yonatan Epshitz, son fils, tellement écuré de ce qu'on appelle son papa. Qui va être ce qu'on a dit au christianisme. C'est affolant. Il y a 40 livres imprimés dans cette histoire incroyable. Et Rabbi Yonatan Epshitz a souffert énormément. Le Gaon de Vina était pour Rabbi Yonatan Epshitz. La majorité des gens étaient pour Rabbi Yonatan Epshitz. Rabbi Yaakov Emden qui était très fort, qui était un Gaon, et il y avait des élèves, et ses élèves c'était les Beth Shammai. Ils savaient écrire, ils savaient. Ils ont fait la mort à Rabbi Yonatan Epshitz. Rabbi Yonatan Epshitz était aussi de son caractère, était cynique un peu. Quand il est venu pour devenir grand rabbin de Metz, il était avant à Prague. Il y avait des communautés très riches en Europe. Metz, Prague, Hambourg. C'était qui c'est qui va avoir le poste? En Israël, quand tu dis grand rabbin de Radana, c'est important. Quand tu dis grand rabbin de Tel Aviv, grand rabbin de Beersheba, grand rabbin de Jérusalem, c'est le principal. Il y a le commerce, il y a les riches, il y a la force, les poumons du pays. Et Rabbi Yonatan Epshitz était Rosh Yeshiva à Prague. Et le Metz, c'était une grosse communauté, très grosse, très puissante. Le Rav là-bas, il s'appelait Rabbi Yaakov Reicher. Et il avait écrit un livre de réponse à l'Afrique. Ce livre est arrivé à Prague. Rabbi Yonatan Epshitz, c'est le livre, il ne s'est pas étudié. Il a écrit un petit cahier. Regardez comment ici s'est trompé, ici s'est trompé. Il m'a imprimé ses élèves. Évidemment, il n'a pas avalé la gélule, Rabbi Yaakov Reicher. Quand Rabbi Yaakov Reicher il décède, la communauté de Metz cherche un rabbin avec du charisme. Et il décide de prendre Rabbi Yonatan Epshitz, qui est la veuve, la femme du Rav Reicher, qui est là-bas. Et à Metz, il y avait une takana, que la femme du rabbin, elle a un droit de veto
sur le suivant. Maintenant, dans la communauté, on voulait, Rabbi Danefi, tout le monde le voulait, mais la femme, elle a dit, il ne passera pas sur mon corps. Je ne le laisserai jamais à celui qui a fait à mon mari autant de peine, il ne passera pas ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les chefs de la communauté de Metz? Ils sont partis, ils ont amené le grand rabbin de Francfort, Rabbi Yaakov, le Pnei Yoshua, l'auteur du Pnei Yoshua. Ils l'ont amené pour qu'il vienne être rabbin à Metz 2 ans. Comme ça, elle perdra le droit de veto parce que. Elle est plus dernière. Et après, ils ont amené Rabbi Yochanan Lipschitz. C'est fou, hein? Et il est venu à Metz. Maintenant, Metz, à l'époque, elle était française-allemande. Française-allemande. Chaque fois, elle bougeait. C'était sur la frontière. Donc, elle était française-allemande. Et il a perdu le droit de veto, il l'a mis là-bas. Et de Metz, quand il était à Metz, il avait une yeshiva, la plus importante de toute l'Europe. 400 élèves qui sont venus de l'Europe pour étudier chez Rabbi Yochanan Lipschitz. Donc, où il allait, il avait tout le monde. C'était un génie. C'était... Lui, un jour, il est parti chez le maire de Metz. Il y avait 45 000 juifs à Metz à l'époque. C'est beaucoup. Combien 45 000. 45 453, je pense. Quelque chose comme ça. Et il est parti, oui. Et il est parti chez le maire de la ville. Il est parti chez le maire de la ville. Il lui a dit, j'ai entendu que tu es un homme intelligent. Il lui a dit, fais-moi une amulette, parce qu'il écrivait des amulettes, où tu m'écris le nom de tous les juifs de la ville, sans dicter un génie, sur un petit papier comme ça. Il a pris un carré comme ça, et il a écrit Am Israël Chai. Vous pouvez voir, vous tapez après sur un Am Israël Chai, sur un chiffre de 12 sur 12, un truc comme ça, que tu peux le lire de 43 731, c'est le nombre des juifs qu'il y avait dans la ville. Il lui a dit, vas-y, tiens, voilà, tu as tout le nombre des juifs ici en... Le gars, il s'est assis pendant 1 an, il faisait les cahiers, les options pour voir, et il a vu que oui. Il lui a fait ça en... C'était un génie, et même très malin, très malin. Et pourquoi il a quitté Prague, il a quitté la Bohème, c'était la Bohème à l'époque. Parce que Maria Teresa, elle est partie rencontrer ce génie juif. Et quand elle est rentrée, elle lui a dit, elle était très catholique, elle lui a dit, avant de commencer, il faut que tu fasses une bénédiction pour Jésus. Il a dit chez nous les juifs, quand on fait une bénédiction, on dit le nom du Père, c'est quoi le nom de son Père? Quand elle est sortie de là-bas, elle était impressionnée de ça, mais elle a dit, celui-là, il ne va pas faire des bonnes relations entre les juifs et les chrétiens. Et elle a dit, mettez-le dehors. Et c'est pour ça qu'à Prague, il ne pouvait plus rester, donc il voulait aller à Metz. Bon, c'était un jour, il était dans une ville, et le maire, il lui a dit, c'était un homme tellement intelligent, tu vas me dire dans quel portail de la ville je vais rentrer. La ville, elle était entourée de murailles. Et il a dit, je sais par où tu vas rentrer. Il a écrit un papier. Il a dit, mais tu ne l'ouvres pas, on va le confier chez quelqu'un. Quand tu vas rentrer, on va ouvrir. Le maire, il a dit, Rabbi Yochanan Lipschitz, celui-là, je vais rentrer par celui-là. Il a écrit. Il a demandé, il y avait un endroit dans la muraille qui était très... La muraille était finie. Il a dit, cassez-moi des pierres, on va faire ici un nouveau portail. Il est rentré par là-bas. Il a regardé le papier. Il a écrit Meler Poretz Dorgader la Derech. Il a compris sa tête. Et le roi, il peut casser ce qu'il veut et personne qui lui dira un mot. Tu l'as trouvé? L'amulette? Non, pas l'amulette, mais ça dit c'est un génie, mais très malin. Quand il avait 4 ans, 5 ans, il passe dans la rue, et il y a un goy qui vient, qui le tape. Sale juif, il donne un coup de pied comme ça. Il le regarde. Il court vers lui, fait sortir 2 pièces de sa poche, et les sous qu'il a reçus de ses parents. Tiens, c'est la seule chose que j'ai. Il regarde ici.
pourquoi tu me donnes l'argent, je t'ai tapé. Il dit, chez nous, les Juifs, aujourd'hui, il y a une mitzvah, quand un goy il frappe un Juif, il est obligé de lui donner tout son argent. Le goy, il a pris le petit gant, merci de m'avoir dit cette chose pareille. Il est parti, il lui a rendu ses pièces. Il est parti, il s'est mis à côté de la banque juive. Quand le juif, le directeur de banque, il est sorti, il a donné un coup de poing. Ses gardes-corps, ils l'ont pris, ils l'ont massacré. Les deux bras, ils l'ont cassé, les pieds. Il était à moitié mourant, ils l'ont mis à l'hôpital. Quand il est sorti de l'hôpital après 3 mois, il l'a amené au procès. Il a dit, vous savez, moi j'ai frappé parce que, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, il y a un enfant juif. Tu peux reconnaître l'enfant? Il dit oui. Il l'a amené au ghetto, il a emmené tous les enfants. Celui-là. Ils ont dit, non, tu m'as dit quelque chose. Il a dit oui, bien sûr. Il a dit, quand il m'a frappé, je ne pouvais pas lui rendre. Je voulais lui rendre absolument. Comment je veux lui rendre? Je lui ai donné les sous que j'avais dans ma poche pour que je savais qu'il allait frapper le juif plus important et qu'on allait lui régler les comptes. Pas mal. Et donc, bon, cette histoire, elle a fait bouleverser toutes les. Alors, Rabbi Yochanan Shitz, à l'époque, il a mis en rêve un des élèves du MD qui lui faisait des histoires. Le gars, finalement, toute sa vie, il a dit, je vais aller en Constantinople. Je vais tenter ma chance. C'était Adam Chacham. Il est parti en Constantinople, dans la yeshiva de Rabbi Yosef Bachar David. Il a écrit un livre d'Ivrei Emet. Le Nodab Yehuda, le plus de compliments qu'il donne à un Rav, c'est à ce Rav de Constantinople. Nodab Yehuda, qui était le plus grand décisionnaire de l'Europe de l'Est. Quand il est rentré à la yeshiva, alors il a appris le ladino comme ça, et le Rav il donne le shiur en espagnol. Et le gars il lève la main, et le Rav il ne fait pas qu'il continue avec le salaire. Il ne m'a pas vu. Le lendemain, tu vois, il revient, il essaie, il s'introduit parce qu'il veut leur montrer sa connaissance en Torah. Rien, le Rav, il ne veut pas le regarder. Après quelques jours, il tape au Ben Midrash. Vous m'ignorez pourquoi? Parce que moi, je ne parle pas votre langue, la criée, tu vois. Alors le Rav lui a dit Nassi chez Nida, Menouté l'école à Rolam Koula. Il a vu qu'il était bénidoui. Il a dit Nassi chez Nida. Il a dit tu as été Menoudé par le plus grand sadique de la génération. Je ne peux pas te parler. Retourne en Allemagne, demande pardon, et après, si tu veux, tu reviens ici. L'autre, il est retourné, il était mort. Ça revient à ces histoires de nidouille. Alors, il dit on ne peut pas annuler, aucun bédine ne peut annuler le nidouille de l'autre. Le problème, c'est que la frontière est très limite entre l'histoire d'ego du rabbin et l'histoire d'Alacha. C'est pas simple. Alors, il a fait. Alors, elle dit. Alors, maintenant, est-ce qu'un bédine, parce que sur la Gemara, elle dit que le bédine, il peut. À côté, c'est l'autorité aussi. Dans un cas où la personne, il est iftar déjà. Pas dans un cas où il est vivant. Dans un cas où on peut arranger l'histoire. Il y a un bédine qui se remet, qui ouvre tout le dossier. Et il voit qu'est-ce qu'il a réparé. Et il lui donne une réparation. Et s'il est d'accord, on peut lui enlever. Mais ça doit se faire par un bédine. Pas un bédine qui décide d'enlever comme ça. Ah, il t'a fait, c'est rien du tout. Il y a eu beaucoup de fois dans des marloques, quand des communautés se partageaient, chacun il disait que le nidouille de l'autre, ils vont rien. Oui, ils n'ont pas instauré que quand c'est proclamé, ça doit être pour une durée limitée, quitte à renouveler. Ouais, c'est ce qu'il faisait. Oui, 30 jours. Mais quand le gars il est resté dans le nidouille, il n'a pas voulu réparer, alors le nidouille il rentre dans une catégorie de kharem qui est plus grave. Il n'y a pas de On va voir après toute la parole par deux. ça aussi. Donc.